Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, le podcast qui explore les futurs possibles du monde du travail. Je crois sincèrement qu'on peut allier bien-être et performance dans l'entreprise. J'en ai fait mon choix de métier à 20 ans. Depuis, je ne cesse d'agir en ce sens et pour ça, d'aller comprendre ce qui se joue en interviewant des professionnels des RH, des dirigeants, des experts sur le podcast L'entreprise de demain. Et je les interviewe tous les jeudis. J'ai également créé le programme L'entreprise de demain pour permettre aux managers de passer à l'action, parce que c'est bien d'inspirer, mais c'est bien d'agir aussi. Et donc d'être à la fois mieux dans leur job et plus performants. Et surtout de comprendre quel manager ils ont envie de devenir, de pouvoir prendre leur juste place, développer tous leurs talents managériaux, ne pas devenir obsolètes, comme me disent certains, et de pouvoir faire ça en agissant chaque semaine avec un pas, un autre, et on avance. Pourquoi chaque semaine ? Puisqu'en fait, on avance toujours beaucoup mieux en faisant les choses de manière répétée, régulière, mais simplement avec 1 heure par semaine. Et donc, si vous aussi, vous avez envie d'engager davantage vos collaborateurs, de prendre votre juste place, de renforcer votre collectif pour maximiser et votre performance et le bien-être de vos équipes, eh bien vous avez une opportunité unique qui est de rentrer dans le programme de développement managérial L'entreprise de demain sur les 6 prochains mois pour passer à l'action. Et donc effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'une prochaine cohorte démarre entre le 15 juin et le 15 juillet prochain. Donc vous avez 1 mois pour entrer dedans. Par contre, il n'y a que 50 places, donc premier arrivé, premier servi. La deuxième bonne nouvelle, qui est exceptionnelle aussi, c'est qu'il y aura une offre spéciale pionnier, puisque nous sommes encore dans les débuts de ce programme, qui a déjà été expérimenté par des personnes qui ont pu l'apprécier, mais nous restons dans les débuts. Donc pour 1 950 € au lieu de 2 950 €, vous bénéficiez de l'accès à 2 thématiques. Ce programme en comporte 6 pour l'instant, au choix. Vous en choisissez 2 qui sont les pratiques que vous souhaitez développer en priorité, 3 coachings individuels, 12 calls de mentoring collectif par mois, donc 1 call par mois par thématique, et du peer coaching, c'est-à-dire du coaching 2 à 2. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 bonus surprises pour ceux qui auront terminé leur parcours d'ici fin décembre, mais ça, je vous les annoncerai si on se parle, quand on se parlera. Donc l'idée, vous mettez à profit les temps plus calmes de l'été pour enclencher une nouvelle dynamique. En septembre, vous serez lancé, vous embarquerez vos équipes, on ne vous arrêtera plus et vous terminez l'année avec la satisfaction d'avoir progressé, fait progresser votre équipe et votre entreprise. Si vous voulez en savoir plus, allez tout de suite sur l'entreprisededemain.com, vous cliquez sur demande de rendez-vous, on se parle, je vous fais une démonstration, je réfléchis avec vous si c'est nécessaire à comment se le faire financer par votre entreprise ou le financer directement. Et je mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Alors revenons maintenant au sujet du jour. Je vous sollicitais sur LinkedIn la semaine dernière pour en savoir plus sur, en fait, quelle était selon vous la principale attente des collaborateurs et candidats aujourd'hui. Est-ce que c'est de pouvoir travailler de partout, de manière collaborative, au sein d'un collectif fort ou avec une flexibilité horaire ? Oui, c'est compliqué d'être manager en ce moment. En fait, vous me dites ce qui est important, c'est tout. Et vous avez raison. Et d'ailleurs, certains rajoutent le sens, parce que LinkedIn me proposait que 4 réponses, et effectivement, il manquait le sens. Alors quand même, ce qui ressort en tête de file, sensiblement, c'est le collectif fort, pour lequel vous avez voté à 30%, la flexibilité horaire à 29%, de manière collaborative à 21% et de partout à 20%. Bon, en même temps, quand vous me dites tout, je comprends, parce que aujourd'hui, ne pas travailler de manière collaborative, c'est quand même se tirer une balle dans le pied, parce que on a vraiment besoin de l'intelligence de tout le monde pour faire face au challenge qu'on a en face de nous, et je crois que les gens ont vraiment envie d'être acteurs, ça on l'a compris. La flexibilité horaire, elle existait déjà dans pas mal d'entreprises, on avait des latitudes, on a des latitudes pour arriver, pour partir, donc après elle peut prendre plus ou moins de proportions plus ou moins grandes. Le collectif fort, on sait que, on va y revenir, mais l'entreprise est quand même le premier lieu de sociabilisation, et on y va quand même beaucoup aussi pour ça. De partout est plus complexe, et le reste, et on va y revenir aussi pour des questions ne serait-ce que légales. Voilà. Mais l'idée, c'était d'essayer de comprendre un petit peu, et quand vous me répondez tous, même si je comprends que ça soit tous, je m'interroge quand même, lequel est celui qui nous fera rester nous aussi d'ailleurs, et qui fera rester à terme nos collaborateurs dans l'entreprise. Celui qui fera vraiment la différence.
Et c'est vrai que compte tenu de la tension du marché, la tentation est grande de tout lâcher, de tout donner en fait. Mais comme le mot de trop, le verre de trop, l'épisode de série de trop, qu'est-ce qu'on pourrait regretter demain ? Je pense que ça c'est une question qui mérite d'être posée, même si j'ai pas la réponse. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas une réponse non plus, ça dépend des entreprises. Pour vous donner un petit peu un panorama des conversations que j'ai pu avoir sur le sujet récemment, avec différents professionnels du milieu des RH, j'ai échangé avec Mathilde Cause au micro de ce podcast, vous pouvez retrouver son interview, donc Mathilde des DRH de Mazars France, et elle m'expliquait que le Covid avait rappelé pour eux combien le rôle de sociabilisation de l'entreprise était important, que le contexte anxiogène et complexe qu'on connaît rappelait que l'entreprise était un lieu où les collaborateurs se sentaient en sécurité, et c'était important, et que l'hybridation avait été l'occasion pour eux de réaffirmer le cadre dans lequel Mazars France souhaite opérer. Et que ce cadre, il fait vraiment partie de la culture de Mazars, il définit sa singularité, et il implique un temps important passé ensemble en collectif. Donc ça veut dire, ce sont autant de points de vigilance pour Mathilde, qui l'encourage à maintenir un format certes hybride, mais équilibré entre le présentiel et le télétravail. Pas toujours évident, parce que les managers sont tellement sursollicités par les collaborateurs qu'ils finissent par lâcher par peur de les perdre. Je vous dis, c'est pas facile d'être manager en ce moment. Donc voilà, quel est le bon ton, et c'est pour ça que le cadre est important, qu'il puisse se raccrocher à un cadre. Dans une autre mouvance, j'étais à un événement des alumni du CELSA, et Kevin Bouchared, directeur du futur du travail chez Ubisoft, donc un environnement très techno, un milieu de développeurs, dont on connaît l'appétit pour aller travailler de partout, et un marché de l'emploi en hypertension. Bien Kevin, lui, disait qu'il avait fait le choix, donc avec les équipes avec lesquelles il travaille, de prendre le temps de définir, donc avec l'ensemble des collaborateurs, quels étaient les moments collectifs indispensables à la bonne marche de l'entreprise, à la fois sur le plan performance, mais sur le plan aussi plaisir, bien-être des collaborateurs. Et de définir et d'identifier avec eux ce qui faisait sens. Donc un pari qui lui a pris du temps, qui lui a fait prendre du retard par rapport à ses concurrents, mais qui semble pour l'instant gagnant, puisqu'a priori, ça permet d'ancrer des fondamentaux sur lesquels les gens ne reviennent pas. D'un autre côté, dans cette même conférence, Laurence Breton-Queeny, qui est à la fois DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de la NDRH, reprécisait que le rôle premier du DRH était aussi de construire un futur du travail sécurisant pour les organisations. Or, on le sait, aujourd'hui, il y a un trou béant du Code du travail sur ce sujet de l'hybridation, par définition, parce qu'elle n'était pas vraiment traitée, qu'il y a une responsabilité du lieu de travail de l'entreprise, même quand il est chez lui, or l'entreprise ne connaît pas ce lieu, et que on ne maîtrise pas encore non plus tous les problèmes de santé mentale qui peuvent être impliqués par l'environnement de travail chez soi, par le fait de ne plus sortir de chez soi, de ne plus sortir le soir après le travail par exemple, etc. etc. Et on voit qu'il commence à y avoir des cas de figure là-dessus qui sont assez complexes. Donc ce rôle de garde-fou que garde le DRH et qui est fondamental, donc il n'est pas rétrograde du tout, qui est juste de dire attention, encore une fois je vous disais, qu'est-ce qu'à terme on pourrait regretter, donc attention aux effets de bord, et du coup interrogeons-nous là-dessus. Donc on voit bien l'importance du cadre, et je vous rappelle, si vous écoutez ce podcast, vous avez peut-être écouté l'interview de Pierre-Yves Antras qui a libéré son entreprise et qui rappelle l'importance du cadre dans la libération. Je pense que plus on veut autoriser des pratiques ouvertes, plus le cadre est important. Et donc c'est toujours important de se le rappeler. Et quant au sens, point que vous rappeliez qui me paraît fondamental, récemment, une directrice des talents d'un grand groupe bancaire français me disait qu'ils attiraient aujourd'hui étonnamment pour la banque, parce que c'est pas forcément le métier le plus attractif, hein, dans un marché de l'emploi en tension, et bien ils attiraient de nombreuses candidatures parce que leur engagement citoyen et pour l'environnement était très lisible, visible et touchait beaucoup les candidats. Donc on voit bien que ce n'est pas que dans... Voilà, c'est une vraie réalité. Et pareil, une directrice Learning Innovation d'un grand groupe international, elle me disait, parmi les enjeux pour l'entreprise, que il y allait avoir de moins en moins de tolérance sur ce qu'elle appelait un purpose désincarné, et qu'en fait, il fallait s'employer à matérialiser davantage le purpose, donc la raison d'être, pour le rendre tangible, et que ça, c'est quelque chose qui, à terme, serait assez critique. Et j'avais le même échange
avec le directeur de l'université interne d'un grand groupe international aussi, et qui disait que les entreprises congruentes, lui, étaient un peu plus radicales, qu'elles allaient mourir. Donc c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup depuis longtemps, mais là que je commence à constater en fait, quand je discute avec des directeurs du recrutement, des talents, de formation, etc., je vois bien que c'est quelque chose des DRH qui devient, ou des dirigeants de PME, qui devient totalement fondamental. Donc une fois de plus, comme je vous le dis souvent au micro de ce podcast, il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de choses. Je voulais vous livrer ici des réflexions. Je crois que ce que ça nous rappelle, c'est que le futur du travail est, comme nous l'échangeons d'ailleurs avec Samuel Durand jeudi dernier, au micro de ce podcast, le futur du travail est à explorer et à expérimenter collectivement en recherche constante d'équilibre entre bien-être, impact et performance. Alors je vous souhaite de continuer à l'explorer et je vous dis à jeudi.